Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Et je sais que la dernière fois, j'avais dit que je ferais en sorte de vous le faire tous les 3-4 livres que j'aurais lus. Il s'est potentiellement passé quelque chose qui s'appelle j'ai beaucoup lu et j'ai pas eu beaucoup de temps par contre pour tourner les vidéos. Et du coup, j'ai 6 livres. J'ai lu 7 livres depuis le dernier book haul. Il y en a un que je ne vais pas vous présenter et il y en a 6 que je vais vous présenter, dont 2 qui sont des e-books, des BD en e-book que j'ai lus sur Nextory. Donc, je ne les ai pas avec moi pour des raisons évidentes, mais je vais pouvoir vous en parler. On va d'ailleurs commencer par les 2 livres que j'ai lus sur Nextory. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. J'ai lu À volonté, qui est une... comment dire, une bande dessinée, excusez-moi, sur la nourriture et comment les gens regardent les personnes à forte corpulence quand ils mangent dans des restaurants, par exemple, quand ils mangent une part de tarte ou qu'ils boivent un soda ou un steak frites. Enfin, c'est tout le but est que les deux protagonistes, qui sont 2 femmes, qui sont amies, sont toutes les 2 des personnes fortes au niveau de la corpulence et se font juger en fait constamment par rapport à ça. Parce que on les regarde mal, on leur fait des remarques, etc. Et on a tendance à oublier qu'en fait chacun mange comme il veut, chacun mange ce qu'il veut, et parfois l'obésité ou le fait d'avoir forte corpulence ne vient pas de l'alimentation mais d'une maladie en fait. Et franchement je l'ai trouvé vachement cool à lire. Elle était très courte mais j'ai vraiment adoré, enfin j'ai vraiment passé un bon moment en fait en lisant en lisant en lisant cette BD qui était plutôt instructive, pardon, et plutôt cool. J'ai également lu Tout va bien, qui est une BD où on suit une jeune personne. J'ai oublié son nom. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Alors, en savoir plus sur le livre. Où on va suivre Ellie, qui a 20 ans et qui n'a jamais été en couple et qui veut un peu remédier à ça parce qu'elle comprend pas pourquoi, excusez-moi, pourquoi ça l'a jamais attirée, etc. Et il y a un moment où un de ses amis, Archimède, lui demande si elle veut sortir avec lui. Ellie va dire oui et ils vont commencer à sortir ensemble et leur relation, du coup, leur histoire d'amour est elle sort du commun, elle est peu naturelle, peu ordinaire et enfin naturelle, ordinaire, tout était parfaitement naturel. On y aborde des sujets importants tels que la sexualité, le sujet des sentiments amoureux, euh, pourquoi certains n'aiment pas dire je t'aime, pourquoi certains ne sont pas capables de le montrer alors qu'ils le ressentent, etc. Franchement, c'était vachement sympa. En plus, il y avait de la représentation, il y avait pas mal de thèmes abordés. L'un ou plusieurs des personnages a une dépression chronique. La sœur de Ellie est trisomique. Franchement, il y avait pas mal de représentations et c'était vachement cool à lire en sachant que je crois que c'est l'histoire vraie en fait de l'auteur, autrice, auteurice, je ne sais plus, qui du coup nous raconte son histoire au fil de ses dessins. Et ouais, j'ai passé un agréable moment. J'ai pu approfondir certains sujets, j'ai pu découvrir certains autres, etc. Et franchement, c'était plutôt fort sympathique. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'était des BD quand même assez courtes. Bien que Tout va bien et était un petit peu plus longue. Il y avait la question de l'anxiété sociale, etc. aussi. Franchement, c'était vraiment
une bonne lecture, un bon moment, une bonne expérience. Alors, excusez-moi, je pousse ce bocal qui va me déranger. C'était une vraiment bonne expérience. Euh, Après, il y a 4 livres papier que je vais vous présenter, euh, dont un où il y a une anecdote un petit peu folle avec concernant les pages. Je vous montre ça juste après. Je vais vous le montrer en dernier en plus, vu que c'est le dernier que j'ai lu. J'ai lu, j'ai terminé depuis la dernière fois les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Restou aux éditions Hurlevent. Il faut que je me cale le prochain Hurlevent, mais je crois que je vous en ai parlé du fait que je les lis dans l'ordre les Hurlevent. Et le petit souci, c'est que le prochain Hurlevent, voilà, que je dois lire, qui est Aux heures sombres de la tyrannie. Après, il y a Prisonnière de l'hiver russe, pardon, que j'ai, qui est juste là et qui fait à peu près, c'est peut-être un tout petit peu plus grand. Ok, qui est un tout petit peu plus grand que celui-là. Mais du coup, ouais, le prochain Hurlevent que je vais lire, je vais peut-être mettre un peu de temps avant de m'y plonger parce qu'il me fait un peu peur. On suit la fratrie Opic, du coup, on s'en serait douté, composée de Maximilien, Madeleine et Marceau, pardon, j'avais pas le Madeleine, donc trois frères, enfin deux frères et une sœur. Maximilien fait des études de médecine. Madeleine est élevée pour devenir la parfaite petite épouse de maison. Et Marceau est encore vachement jeune, mais son père veut qu'il fasse des grandes études, droit ou médecine, plus tard. Le problème, c'est que Marceau n'est pas du tout de cet avis-là. Marceau préfère tout ce qui est art du spectacle en quelque sorte, art de la scène, etc. Et ça va être un des éléments clés en fait de tout le roman. On les suit petit à petit au fil des années jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'éclate en tout cas la Première Guerre mondiale en 1914 et à ce moment-là, quand la guerre éclate, Marceau n'a que 17 ans, donc il n'est pas appelé. Maximilien l'est et Madeleine, elle, doit faire comme si tout allait bien. Elle a épousé un riche héritier qui a quelques privilèges, mais qui s'en plaint. Les riches et leurs privilèges dans les romans, ça m'énerve des fois. Mais du coup, on suit la fratrie, on suit les chapitres. Donc, chaque chapitre correspond à un personnage, en sachant qu'on commence toujours par Maximilien, ça fait toujours le même cycle. Max, Madeleine, Marceau, et ainsi de suite. Et j'avoue que Madeleine, sauf à la fin où elle devient un peu moins focus et enfermée dans ses idées que elle doit être une femme au foyer, etc. Et elle doit tout à son mari, etc. Donc à la fin, elle change, ses idées changent peu à peu et je vous laisserai lire pour comprendre comment c'est possible et comment ça se fait. J'ai pas attaché. Madeleine m'a énervée, je sais pas. J'aimais pas du tout le personnage de Madeleine. En revanche, les personnages de Marceau et de Maximilien, du coup, m'ont totalement hypé à continuer ma lecture et j'avais toujours envie de lire plus et d'en savoir plus et d'avancer en fait dans leurs aventures, tout en sachant que je ne pouvais pas par exemple sauter les passages, les chapitres de Madeleine, puisque des fois il y avait des trucs importants qui se passaient et qui étaient nécessaires à la compréhension des chapitres suivants. Il y a un autre personnage aussi que je ne pouvais pas me voir. Alors attendez, je vais essayer de retrouver son prénom. Alors attendez, je vais le retrouver, peut-être. Basile. Le personnage de Basile est détestable, du début à la fin. Non, au début, j'étais là en mode, peut-être il est gentil. Non, c'est un enculé. Excusez-moi du terme, c'est un enculé, voilà. J'ai pas d'autres termes, je vais pas réussir à être poli. Basile, détestable à mes puissances 10 000. Et son personnage m'a énervé de bout en bout quasiment. Et voilà, bref. Basile, du coup, c'est l'époux de Madeleine. Longue histoire, enfin bref. Mariage arrangé, tout ça, vous savez. Puis à l'époque, en plus, dans la bourgeoisie, forcément, dans la haute strate,
forcément. J'ai vraiment kiffé. Je suis pas tellement Première Guerre mondiale, je lis plus sur la Seconde Guerre mondiale, mais celui-là, genre, je l'ai kiffé. Alors attendez, hop, je vais le ranger à sa place directement. Genre, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je la recommande à 3000% pour tous les passionnés de la Première Guerre mondiale, même si le mot passionné concernant une guerre mondiale n'est peut-être pas le terme adéquat. Peu importe. Ensuite, il y a Le Roi des Glaces, le tome 1, Les Origines, qui était un SP. Je n'ai pas totalement terminé le deuxième. Il me reste genre un chapitre. J'ai déjà rendu mon avis dessus, puisqu'il me restait genre un ou deux chapitres. Mais je ne l'ai pas totalement terminé et je l'ai perdu en plus par-dessus le marché. Ah non, il est là. Mais du coup, voilà. Premier tome un petit peu compliqué. On suit Kao, qui est un esclave qui doit donc obéir à des maîtres. Sauf que Kao rêve de liberté et Kao finit par avoir cette liberté. Mais à quel prix, en quelque sorte. La façon dont il l'obtient n'est pas forcément la meilleure des façons d'obtenir quelque chose, enfin sa liberté. Et d'un autre côté, il n'a pas vraiment le choix parce que c'est ça où il devient un esclave du plaisir, pardon, ce qui est pas forcément kiffant, puisque forcément il ne toucherait pas le moindre argent, tout irait à ses maîtres. Il finit par devoir fuir. Le tome 1, très court, contrairement au tome 2 qui fait genre 700 pages. Et il est très court, il y a des trucs qui se passent très vite, etc. Mais il est long à démarrer. J'ai vraiment mis du temps en fait à me lancer dans l'histoire. Et j'ai mis du temps à apprécier les personnages, etc. Même si à la fin, du coup, j'avais déjà... plus ou moins commencer à cerner les personnages, notamment de Kao et de Edan, qui arrivent quand même vachement vite, ce petit bonhomme-là. J'ai eu du mal avec ce premier tome. J'ai quand même décidé de laisser une chance au second tome qui de toute façon avait déjà été envoyé. Donc il fallait que je le termine, que je termine le premier et que je lise le deuxième. Il y a quelques trucs qui ne vont pas. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos parce que je me souviens plus exactement de tout ce que j'avais noté à ce sujet. Mais il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et ouais, je vous laisse aller regarder mon avis sur Instagram parce que c'est la meilleure façon de savoir comment ce que j'en ai pensé en fait. On est à quoi là? Cinquième livre que je vais vous présenter, je l'ai lu en lecture commune avec ma colocataire notamment. Il y avait un autre énergumène avec nous, mais voilà. Alors attendez, j'essaye juste, parce qu'il y a là un post-it à l'intérieur, mais il ne sert plus à rien. Il s'agit de Un automne pour te pardonner, donc de Morgane Moncomble, le tome 1 de sa saga Seasons, dont le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 va pas tarder. J'ai commencé à lire le tome 2, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Dans Un automne pour te pardonner, on suit Camélia, apprenti, c'est une façon de parler, en études pour devenir avocate, qui se retrouve à être liée au testament de Rory Cavendish, son bourreau du lycée. Rory et elle étaient au lycée ensemble. Rory harcelait Camélia avec sa petite bande, tout en manipulant les gens bien proprement. Et le problème, c'est que Rory avait un meilleur ami à l'époque, et qui est toujours son meilleur ami, Lou McAllister, qui est accusé du crime parce que tout porte à croire que c'est lui. Le corps a été retrouvé dans son coffre. Son violon est couvert de sang parce que Lou est violoniste. Bref, tout l'accuse. Vraiment, tout l'accuse. Tout semble indiquer que c'est Lou qui a tué Rory. Sauf que ça colle pas. Il y a des trucs qui collent pas et Camélia le sait très vite. Déjà, elle hérite de quelque chose de la part de Rory.
Déjà, il y a un truc qui va pas. Euh, Mais du coup, elle doit... Enfin, elle doit... Non, elle prend la décision de défendre Lou McAllister avec sa chef, Charlotte, du coup. Et elle le fait pas par hasard parce qu'elle veut se venger pour ce qui s'est passé des années avant. Et, et voilà, on sait tous comment ça va se finir. Bref, il y a un plot twist dedans qui m'a surpris sans me reprendre en sachant qu'on le lisait en lecture commune. Donc, on lisait 9 chapitres par jour, je crois. Euh, Ma coloc avait deviné le plot twist avant qu'il arrive, comme souvent. Et du coup, ça m'a un peu moins surpris. Est-ce que pour autant, j'aurais été plus surpris que ça si j'avais lu. Si j'avais lu, comment dire. Si je l'avais lu tout seul, je pense pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui laissaient entendre que la théorie de ma coloc était la bonne. Je vous en parlerai pas parce que je veux pas vous spoiler tout le bouquin. Le but, tout le but de l'histoire, c'est ça. Mais du coup, une lecture un peu mitigée. Euh, Il y a des scènes, elles sont improbables. J'adore Morgane Moncomble. Euh, j'ai 3 de ses romans dans ma bibliothèque de je relirai plus tard. Bien que qu'il y en ait un que je ne vous ai pas présenté puisque je l'ai prêté à ma coloc, donc je ne l'avais pas. Mais j'en ai 3 et vraiment, genre, le Morgane Moncomble, j'adore en règle générale. Tous ceux que j'ai lus, je les ai adorés. Celui-là, j'ai eu un peu plus de mal. Il y a des invraisemblances. C'était trop invraisemblable parfois. Il y a une scène, si vous l'avez lu, l'hôpital. Vous voyez de quelle scène je parle, forcément. C'est impossible. C'est impossible. Ce qui se passe à l'hôpital est impossible. Ce qui se passe dans la chambre d'hôpital, pourquoi pas. Ce qui se passe ensuite, j'ai du mal à y croire. Pourtant, j'ai décidé de laisser une chance au 2e tome. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne pense pas. Du coup, je vois quand même l'intérêt de le lire. Même si le côté... Il y avait le côté enquête qui était un peu sympa quand même. Il y avait des énigmes et tout à résoudre, c'était plutôt cool. Mais ouais, je suis un peu déçue quand même. Vous voyez, j'étais là en mode... Je pense que Morgane Moncomble... je me suis toujours dit que Morgane Moncomble, du coup, vu que j'avais aimé tous les autres, bah... Elle me décevrait jamais et je suis un peu déçue, j'avoue, de celui-là. Après, peut-être que le 2 rendra les choses beaucoup plus simples. On verra. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est The Score, donc le tome 3 des Off Campus de L. Kennedy, paru chez Hugo Roman, poche, avec une couverture que je déteste. Hein. Je préfère tout autant une couverture comme ça, avec des petits éléments vachement importants en fait, qu'une couverture avec un mec torse-poil. Peu importe. On commence par la petite anecdote drôle. Hier, je commence à lire et je lis quand même vachement vite et vachement bien et j'en arrive à la page 240. Les chapitres sont quand même un minimum longs. D'accord. Page 239, début du chapitre 17, page 230. Non, si, 240. Et en théorie, page 241. Je me dis peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à dire dans le chapitre, mais on est du point de vue de Dean. Ça a son importance parce que, en général, quand je commence une page, mon regard est attiré par la seconde page. Ne cherchez pas à comprendre. Comme quand je commence celle-là, il est attiré ici, mon regard. C'est comme ça, mon regard est comme ça. Et donc, on est du point de vue de Dean, quand soudain, dans la page droite, du coup, là, celle-là, c'est marqué Dean. Je me dis, c'est Dean. Peut-être il parle de lui à la première personne. Ça n'étonnerait personne. Et en fait, non, je me rends compte très vite que c'est le point de vue de la mademoiselle. C'est le point de vue d'Ali. Alors, je me dis, c'est bizarre. Et je prends une page, forcément, et je la tourne. Et je constate que je passe de 240 à 274. Donc en fait, ce n'est pas la page 241 ici, mais la page 273, évidemment. Anecdote un peu folle, du coup, parce que j'étais là en mode, il me manque 30 pages. Ma coloc ne l'a pas.
Ça va être compliqué. Au final, j'ai une amie qui a pu m'envoyer les 33 pages qu'il me manquait. Parce que 33 pages, c'est un peu chiant au final. Bon, 32, il m'en manquait, mais il me manquait 32 pages. Un peu chiant pour lire. Pas hyper pratique, on va pas se mentir. Mais du coup, elle me les a envoyés. J'ai pu continuer ma lecture et heureusement parce que ça m'aurait quelque peu frustré de devoir arrêter ma lecture en attendant de pouvoir l'emprunter à la bibliothèque ou le lire ailleurs, trouver une solution. Je l'ai terminé, du coup. On suit Dean, un des gars de la coloc, et Ali, la meilleure amie de Anna, donc la fille du premier tome. Ali est en mode crise totale. Elle vient de rompre avec son mec, et son mec, enfin avec son ex, du coup, Sean. Et Sean lui dit qu'il va passer chez elle. Ali n'est pas très rassurée, puisque Ali est seule chez elle ce soir-là. Anna est en partie avec Gareth, John et Grace à un match de je ne sais plus quoi, je ne sais plus où. Donc ils sont partis. Donc ça ne la rassure pas du tout. Donc elle appelle Anna, enfin elle a Anna au téléphone, et Anna et Gareth pardon, lui disent va à la coloc, tu peux même dormir dans la chambre de Gareth, on changera les draps quand on reviendra, c'est pas grave, dors dans la chambre de Gareth, puisqu'ils n'ont pas de chambre d'amis. Tucker et Dean sont à la maison. Du moins, c'est comme ça que c'est censé se passer. Ali débarque à la coloc et se rend compte que Dean n'est pas tout seul. Mais Dean n'est pas non plus avec Tucker. Dean est en compagnie de deux charmantes demoiselles, avec lesquelles il est à deux doigts de faire un plan à trois. Sauf que Ali coupe la chose et Ali se rend compte que Tucker n'est pas là. Ali se rend compte qu'elle va devoir supporter Dean De Laurentiis, le charmeur de ces dames, le tombeur de ces dames, le coureur de jupons, seule. Qu'elle est seule et qu'elle va devoir se débrouiller. Ali s'en sort vachement bien. Elle s'en sort, mais à merveille. Et il va se passer des choses et leur relation un petit peu folle va commencer. Alors, on n'est pas directement in love, forcément, mais leur relation va commencer. Et en fait, on va se rendre compte, enfin, moi perso, je me suis rendu compte que Dean n'était pas aussi horrible que je le pensais. C'est-à-dire que je pense que quand je lis des premiers tomes d'une saga, j'ai des trop mauvais avis de certains personnages. Quand j'avais lu The Deal, j'avais un très bon avis sur John Logan et Tucker. Les deux s'appellent John. Mais Dean, par contre, j'étais là en mode c'est l'enculé de service. Et ben non, Dean n'est pas tellement un enculé au final. Dean respecte les femmes. Après, il couche beaucoup, mais toujours avec des règles simples et toujours dans le respect de l'autre, etc. Et avec juste le fait de on couche ensemble, mais il y a pas plus, il n'y a pas de relation amoureuse derrière, etc. Et en fait, on comprend dans ce tome-là qu'il y a toute une histoire en fait derrière cette idée comment dire, de mettre en place ça et de pas vouloir coucher avec quelqu'un qui pourrait s'accrocher. Il ne couche pas avec les premières années et il ne couche pas non plus avec les vierges. C'est ses règles. C'est pas de sentiments, pas de vierges, pas de première année parce que potentiellement les premières années sont trop collantes. Les vierges, tout s'explique au cours du truc. Et pas de sentiments, pareil, c'est une longue histoire. Dean vient d'une famille riche et qui dit richesse en général dit parents un petit peu fils de pute envers leurs enfants. Là, c'est pas du tout le cas. Laurie Hayward et Peter De Laurentiis ont l'air d'être des anges avec leurs enfants. Je pense que Dean les appellerait en pleine nuit à leur dire j'ai besoin de vous. Ils débarqueraient. Ils réfléchiraient pas. Et je pense que Dean appellerait son grand frère. C'est pareil. Nick, du coup, viendrait. Ils ont une relation familiale très forte, tous les 5. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils sont en famille. Et le matin, les parents bossent quelques heures. Mais par contre, l'après-midi, c'est... on passe du temps en famille. La mère et la fille font des activités ensemble. Parfois même Summer, du coup, qu'on trouve dans les Briar You, va passer du temps avec ses frères, etc. La relation fraternelle est toute mignonne, vraiment, entre Dean et ses frères et sœurs, du coup.
Dean, sa sœur a beau lui courir sur le haricot, il aime sa sœur, mais de tout son cœur, et il aime son grand frère de tout son cœur, et Nick aime son frère et sa sœur de tout son cœur aussi, et Summer c'est pareil, elle les emmerde, mais elle les aime, et non, les parents sont tous les deux avocats de branches différentes, un qui est pénaliste, l'autre qui est au niveau de tout ce qui est immobilier, et vraiment, genre, la relation hyper saine de cette famille m'a mis un peu du baume au cœur. Le père de Ali m'a fait mourir de rire. Et je me suis réconciliée avec le personnage de Dean, comme je me suis réconciliée avec Sander et Jeremiah quand j'ai lu Sander du coup, puisque dans le premier tome, j'étais vraiment là en mode Sander, je vais avoir du mal, mais pourquoi pas. Jérémia, ça va bloquer. Au final, Jérémia est l'amour de ma vie. Et Dean n'est pas l'amour de ma vie, mais presque. Dean, Dean est plus fort qu'il ne le pense, est plus intelligent que tout le monde ne le pense. C'est-à-dire que tout le monde le prend pour un playboy qui obtient tout ce qu'il veut grâce à l'argent, alors qu'en fait, toutes ses notes, ou principalement la majorité de ses notes en tout cas, sont dues à du travail acharné. En fait, il se défonce à fond pour ses cours, y compris dans la période la plus sombre de sa vie. Enfin, parce que, comme je vous disais, il a eu une famille hyper saine, etc. Et vraiment, à part l'événement qui s'est passé au lycée et qui explique pourquoi il couche sans sentiment, etc., sa vie est nickel en fait. Et un prof un petit peu. Mais c'est lié donc. Bref, le prof un petit peu violent, on y repassera. Enfin, on passera, on n'a pas besoin d'en parler. On n'y reviendra pas du coup. Mais Dean en fait va subir va se prendre un bus à travers la gueule et à un moment de l'histoire et je l'ai trouvé poignant à ce moment-là, mais un peu con aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout le bon mécanisme pour gérer ses problèmes. Et malheureusement, il donne raison à beaucoup de gens. Et d'un autre côté, pendant cette période-là, la seule chose qu'il arrive à faire convenablement et correctement et qu'il continue comme avant, c'est rendre ses devoirs, rendre ses cours, alors que la majorité du temps, il n'y va pas en cours. Mais en fait, il rend ses devoirs et il a des excellentes notes. Et par contre, il agit comme un con à côté. Heureusement, il finit par se reprendre en main. Un peu trop facilement à mon avis. Mais il se reprend en main. Et vu que c'est Dean, même si c'était un peu trop facile, je le lui pardonne. Franchement, c'était une bonne lecture. J'ai bien accroché avec les deux personnages. Dean, c'est-à-dire que... Ok, je me suis totalement réconciliée avec Dean. Dean n'est pas l'enfoiré que je pensais. Dean est capable de débarquer en pleine nuit alors que tu n'es même pas encore en couple avec. Enfin bref, tout un tas d'histoires comme ça. Et vraiment, je l'ai trouvé vraiment hyper touchant. Dean. J'ai vraiment adoré son personnage. Et j'ai adoré Ali aussi, que j'avais un peu moins apprécié dans le tome 1. Mais vu qu'elle était secondaire, j'avais pas fait spécialement attention. Il m'en reste un des off-campus. Il me reste The Goal, je crois. The Deal, The Mistake, The Score and The Goal. Je crois que c'est The Goal, mais je suis pas... Ouais, ça doit être The Goal. J'ai un peu peur parce qu'il y a la trope... Il y a la trope pregnancy et j'aime pas trop les pregnancy en règle générale. Mais là, ça va peut-être être différent. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai chialé. J'ai chialé. On va pas se mentir, j'ai chialé. Et le petit problème, c'est que potentiellement, le début du tome 4 se passe en parallèle de la fin du tome 3, du coup. Y compris l'événement un petit peu compliqué qui m'a fait chialer et qui a traumatisé Dean. Mais du coup, voilà, il me reste aussi The Legacy ensuite, puisque on les retrouve quelques années plus tard. Et voilà, mais du coup, je vais peut-être mettre un peu de temps à lire le dernier tome. On verra. J'ai hâte de vous parler de mes prochaines lectures. Je suis en train de lire Icebreaker. Aaron Carlyle, les gars, j'ai envie d'entrer dans le livre et de lui faire bouffer ses dents. J'essaye de rester calme, c'est pas très facile. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé.
et que j'en aurai fini d'autres aussi. Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bye!